Bien, alors, nous sommes ici dans le musée du service d'incendie et de secours de la ville de Genève. Ce musée a été inauguré en 1979. En fait, il est le résultat de la patience et de l'obstination de quelques collaborateurs de ce service qui ont aimé toujours notre passé et qui ont toujours cherché à le mettre en valeur. À ce titre, je citerai d'abord le sergent Grange, qui a fini sa carrière comme téléphoniste chez nous et qui, tout au cours de sa carrière, a passé son temps hors du service à protéger de la destruction passablement d'objets. Pour lui, il était évident qu'il fallait conserver ces témoins du passé. Est venu un tout petit peu plus tard dans ce musée Lucien Benoît, qui a voulu mettre en évidence ces matériels, qui a donc constitué un peu ce local, et puis qui surtout a intéressé le pouvoir politique, tant et si bien qu'en décembre 1979, M. Roger Daflon a officiellement inauguré un musée des sapeurs-pompiers de la ville de Genève, et c'est dans le local du petit matériel que nous nous trouvons actuellement. Le musée se comporte de plusieurs collections. Tout d'abord une collection d'échelles anciennes qui actuellement se trouve dans notre centre de formation de la CIP. Vous avez également les matériels qui se trouvent ici, et puis quelques véhicules qui sont disséminés entre le musée de l'automobile à Genève, qui est à la Halle 7 de Palexpo, et le musée Jean Thuat, où là également nous avons un véhicule très intéressant. Et puis le musée, c'est aussi des collections papier, c'est-à-dire des souvenirs qui sont faits de registres, de livres, de communications, d'ordres, etc. Ces dernières années, la plupart de ces documents importants ont été transmis par le SIS aux archives municipales de la ville de Genève. Alors, parmi les collections intéressantes que nous trouvons dans ce local, je citerai tout d'abord la collection de casques anciens, qui sont des casques des communes genevoises pour la plupart, et quelques casques étrangers, et puis les sceaux. Les sceaux ont toujours marqué l'esprit des Genevois, parce que tous les Genevois se rappellent qu'à l'église de Saint-Gervais, au-dessus de la fontaine, il y a des sceaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du XVe siècle, la défense incendie a poussé les autorités, le petit conseil de ce pays, à émettre une loi qui obligeait tous les récipiendaires à la nationalité genevoise, en plus des émoluments normalement perçus, de donner, en prorata de leur fortune, des sceaux en cuir, 1, 2, 3 sceaux en cuir. On privilégiait le sceau en cuir au sceau en bois, puisque le sceau en bois, lorsqu'il n'est pas régulièrement utilisé, sèche et se fendille, et de ce fait-là n'est plus utilisable au moment de l'incendie. Alors les chaînes de sceaux sont quand même un élément qui est resté important jusqu'au XIXe siècle. Imaginez par exemple qu'à l'hôpital, au feu de l'hôpital en 1825, un feu très important qui a marqué les annales de la ville de Genève, eh bien on a fait une chaîne de sceaux depuis le lac jusqu'au Bourg-de-Four. Nous nous sommes amusés à essayer de reconstituer cette chaîne de sceaux et nous nous sommes rendus compte que pour alimenter les pompes qui se trouvaient sur la place du Bourg-de-Four, il fallait environ 5000 personnes entre les chaînes montantes et les chaînes descendantes. Il est intéressant de dire la différence qu'il y a donc entre une chaîne montante et une chaîne descendante. La chaîne montante se fait avec des seaux pleins, la chaîne descendante se fait avec des seaux vides. C'est pour ça que l'habitude, la coutume voulait que les hommes valides se trouvent plus ou moins dans la chaîne montante, et dans la chaîne descendante, on trouvait les femmes. Petite exception parmi les femmes de petite vertu étaient automatiquement embriguées dans les chaînes montantes, parce qu'on disait que si elles avaient suffisamment d'énergie pour la bagatelle, elles avaient la force nécessaire pour porter des seaux pleins. Je laisse à l'appréciation de chacun l'interprétation de cette règle habituelle à Genève. On trouvait également, parce qu'il y a aussi d'autres particularismes, tant que Genève était une cité menacée dans ses frontières et dans ses communes, quand le tocsin sonnait pour annoncer un incendie sur la ville de Genève, paradoxalement, ça n'était pas vers les chaînes de sceaux que les hommes se portaient, mais aux portes de la ville, pour défendre la cité. Parce qu'on imaginait coutumièrement que les gens allaient mettre un incendie à l'intérieur des murs pour que les hommes se précipitent à défendre cet incendie et en même temps on attaquait les murailles. Donc paradoxalement l'incendie éclatait au centre de la ville, les hommes se portaient sur les murailles, défendaient les portes. Et il restait au milieu de la ville les pasteurs, les femmes, les broutiers, les enfants qui eux organisaient les chaînes de sceaux avec les pompiers qui étaient eux désignés à rester pour l'extinction de l'incendie. Donc voilà un petit peu l'organisation paradoxale qui a prévalu dans notre cité jusqu'à, je dirais, à son indépendance, disons, à son entrée dans la Confédération en 1815. C'est la 38.
avait un point d'eau à l'entrée du complexe du Château des Bois. À l'entrée du complexe du Château des Bois. C'est une bouche. C'est une bouche, répondez. Chemin Château des Bois, est-ce que c'est juste? Non, pas le chemin, c'est le complexe du Château des Bois. C'est le complexe du Château des Bois. Il a la carte, c'est en avec la course d'Ornay. S'il a le plan, c'est le carré 20. 20, 60. Ouais, c'est à côté. Si tu as le plan avec toi, c'est le carré 20, 60. Entrée de la ferme, Robert, il y a un peu court. C'est le vôtre, prenez-le, moi je fais la main de l'eau depuis le plus loin. Mets-toi là. Mais on n'a pas les moyens d'équiper le bateau. On va pas trop loin, on va équiper. César de César. On va monter. Ah, viens pour t'occuper de ça, lui. J'arrête le véhicule et tu feras l'alimentation. L'alimentation, c'est comme ça. On a un autre camion. Ouais. De l'autre côté, est-ce que vous pouvez contourner dans ce canon? Non mais hé. Il regarde à l'étage en dessous.
42 pour survie, s'il te plaît. Capitaine Toul, vous pourriez-vous venir répondre? C'est ça. Le 41 sur chemin du retour, indisponible, ça répond. Alors il est intéressant d'expliquer un tout petit peu comment fonctionnaient les pompes jusqu'au 19e siècle. Donc on n'avait pas encore de pompe à moteur, les pompes étaient mues par les hommes. Ici une pompe telle que celle-ci, elle est plus récente, elle est de la fin du siècle, était une pompe qui devait réclamer entre 24 et 30 personnes pour la mettre en activité. Cette pompe, on la mettait, elle était aspirante-refoulante, il y a des aspirants qui se trouvent sur le côté de la pompe. Eh bien, cette pompe, on la mettait près du point d'eau. Le point d'eau pouvait être une fontaine, pouvait être un puits, pouvait également être le lac, le Rhône, etc., etc. Et la pompe pouvait également s'alimenter et être alimentée par une chaîne de seaux, c'est ce qui arrivait notamment au feu de l'hôpital. Ensuite de ça, cette pompe, elle ne giclait pas directement forcément sur le feu, elle alimentait d'autres pompes. Parmi ces autres pompes, il faut voir qu'une ville jusqu'à l'avènement du fascisme à Genève, était faite de ruelles étroites dont l'accès était difficile, même pour des pompes comme celle-ci. C'est pour ça qu'on trouve de petites pompes qui sont facilement modulables, dans lesquelles on peut rentrer dans des impasses relativement étroites et qui peuvent, elles, directement gicler sur le feu en étant alimentées par la bâche. Donc la grande pompe peut très bien, par ses tuyaux, soit alimenter cette pompe, soit alimenter des lances qui giclent par l'extérieur. Cette solution n'amène toujours pas d'eau sur le foyer. Il faut soit monter dans les étages avec des tuyaux, soit alors on va prendre des petites pompes qui vont elles-mêmes être déplacées à l'intérieur du bâtiment en feu. C'est pour ça qu'on trouve ces petites pompes à bras, alimentées soit par des seaux, soit par le tuyau d'une autre pompe, qui elles sont beaucoup plus proches et peuvent travailler à l'intérieur des bâtiments. Il faut savoir que ces pompes, jusqu'en 1842, c'est l'avènement des premières protections respiratoires à Genève. Donc on a, jusqu'avant, peu de possibilités de travailler dans la fumée. L'avènement de l'appareil respiratoire va se faire dans les années 1840, puisque nous allons voir arriver à ce moment-là des appareils respiratoires de ce type, dits Paulin, qui sont des appareils respiratoires intéressants parce que le servant met un scaphandre là, sur la tête, il est relié à un collègue qui se trouve à l'extérieur avec un soufflet, et ce collègue va l'alimenter en air. On voit tout de suite que ce système présente un danger, puisque le tuyau fait quelques dizaines de mètres, pas plus, et il peut arriver que la fumée de l'incendie ressorte et vienne à l'endroit où le collègue est en train de l'alimenter en air frais avec le soufflet. Donc, à ce moment-là, il reste deux solutions, laisser mourir le type sans air, ou l'alimenter avec de l'air vicié. Donc les pénétrations sont toujours quelque chose d'extrêmement difficile dans la Genève jusqu'au début du siècle. Au début du siècle, eh bien, à cause des mineurs, en Allemagne, apparaissent les premiers appareils à circuit fermé. Le service d'incendie et de secours de la ville de Genève, l'ancien poste permanent, va se doter d'appareils respiratoires à partir de 1807. Ici, vous avez un appareil de 1810, extraordinairement moderne dans sa conception, puisqu'on trouve déjà une bouteille d'oxygène ici, une cartouche de produit régénérateur de l'oxygène qui va réduire le CO2 à l'intérieur de l'oxygène, comme on le trouve actuellement encore sur des appareils respiratoires. Donc cet appareil relativement moderne dans sa conception va rentrer, va être la première possibilité des pompiers pour pénétrer dans des incendies. Ces incendies, on va continuer à le faire. 1924, le HSS
C'est un appareil de nouvelle conception, le même principe, l'homme porte l'appareil sur le côté. L'appareil est légèrement plus fiable que celui-ci, mais guère plus. Ici, un appareil de transition sans importance, si ce n'est au niveau des collections. Et puis ici, un appareil, peut-être l'appareil le plus célèbre de Suisse, le KG130, qui date de 1930. Vous voyez qu'ici, on retrouve cette similitude. Bouteille d'oxygène, cartouche de régénération, donc on n'a pas beaucoup changé de système. Et cet appareil, il va être le leader des appareils respiratoires en Suisse jusque dans les années 70. Au poste permanent, on utilisera la dernière fois ce type d'appareil au feu du Grand Passage en janvier 1975. Alors ici, vous trouvez une machine à test qui est un tout petit peu paradoxale par rapport à la réputation des pompiers jusqu'à très récemment, où on les disait plutôt buveurs et ripailleurs. Mais en réalité, c'est un don des dames de Genève suite au feu de la résidence. Et c'est un feu d'un hôtel qui se trouvait en bas de la route de Florissant et qui a marqué les annales de l'hiver 1929. Quelques jours auparavant, il y avait eu un feu au cours des Bastions qui avait également été très très important. Ce feu a marqué les annales parce qu'il était marqué par une bise violente qui soufflait, une température très basse, et on a obtenu sur cet incendie-là des photos qui seraient très canadiennes à l'heure actuelle, le bâtiment étant engoncé dans des blocs de glace. Alors, tous les anciens parlent du feu de la résidence comme étant le feu principal, disons, de l'entre-deux-guerres. Si on veut marquer les annales des sapeurs-pompiers par un feu entre la fin de la guerre de 14 et celle de 39, eh bien on parlera très volontiers de la guerre, du feu de la résidence. Alors ici vous trouvez quelques fusils, ça peut vous paraître un peu étonnant, mais ce qu'il faut savoir c'est que le bataillon a été créé par le colonel Céard en 1840, que c'était une unité qui faisait partie de la milice genevoise, après qui a fait partie de la Landwehr genevoise, et que le bataillon a été armé jusqu'en 1908. Donc en 1908, le bataillon de la ville de Genève a rendu ses armes, il est resté bataillon avec ses 5 compagnies, 4 compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, plus le poste permanent, le SIS actuel, mais il a été désarmé seulement à partir de ce moment-là. Alors dans le contexte de ce bataillon armé, il est à signaler notamment la fameuse révolution de 1846, qui a été l'abolition de l'Ancien Régime, qui a fait, disons, la fronde de Saint-Gervais. Eh bien, quand il y a eu cette fronde de Saint-Gervais, le bataillon a été séparé. Il a été partagé assez dramatiquement de son état-major, qui était toujours commandé par le lieutenant-colonel Céard, qui lui était, en tant que membre de la Constituante et membre du Grand Conseil de l'époque, si j'ose dire, il était un homme de l'Ancien Régime. Par contre, il avait dans ses rangs des gens qui étaient des gens de l'Ancien Régime. Et quand l'insurrection de Saint-Gervais a eu lieu, eh bien, des sapeurs-pompiers, avec leurs armes et bagages, se sont joints à cette insurrection. Et il y a un des sapeurs, le sapeur Bailler, qui a été victime de cette insurrection. Enfin, victime entre guillemets, c'est-à-dire qu'au cours de l'insurrection, une balle de Biscayen, Biscayen, c'est une arme de gros calibre qui était utilisée par les troupes genevoises, eh bien, a traversé son fusil et son casque, comme vous pouvez le voir sur les images qui sont là, et le type a été probablement blessé. Il n'a pas été très gravement blessé, puisque malgré toutes les recherches qui ont été faites par moi, mais aussi par d'autres, nous n'avons pas retrouvé trace de Bailler parmi les victimes de la révolution de 1846. Donc très probablement, il a été légèrement blessé. Il n'est certainement pas allé se plaindre, mais il n'a pas été tué lors de cette révolution. Par contre, il nous prouve que les sapeurs-pompiers n'étaient pas indifférents à la révolution qui se passait dans la cité et qu'ils y ont pris part. L'attitude de Céard pourrait aussi donner lieu à quelques commentaires, puisque lui s'est très très profondément déclaré partisan de l'Ancien Régime, de la légalité en réalité, et il y a eu peut-être une petite coupure entre le régime qui venait et le lieutenant-colonel Céard, qui d'ailleurs avait été démissionné de ses fonctions au moment de la révolution de 1846, qui n'a pas eu cours puisque le successeur présumé n'a pas voulu reprendre ce commandement et qui a démissionné 2 ans plus tard, suite probablement à cela. La scène sur place. On fait péter la pompe. Yamo, tu dis qu'on équipe, hein. Tu renseignes qu'on équipe. Sur la gauche, voir si elle est là. Bien si c'est les deux côtés. Ça dépend même. Ouais, bon. Un rodage.
de chaque côté alors. On va attendre, essayer d'ouvrir le garage, on est équipé par sécurité là pour nous. Ah, bien pété là, parce qu'après elle va se basculer. Là, c'est bon, il a ton message. On rabote, tout le monde le renfort. Voilà. Non, tu dis qu'il n'y a pas besoin. Non, voilà, voilà. Voilà, vas-y. Allez, dégagez là. Voilà. Il est là, mais... Ouais, ça faut ouvrir. Regardez, c'est encore une bouteille. Le SIS est dans sa 101e année et nous fêtons pour la 56e fois à Sainte-Barbe la protectrice des sapeurs-pompiers. Nous protège-t-elle? J'en sais rien. Mais nous devons de temps en temps nous y raccrocher. En tout cas, Sainte-Barbe nous donne l'occasion annuelle de partager tous ensemble un repas et de passer un instant amical. Et je salue tous les membres du SIS, civils ou uniformés, actifs ou retraités. Bonne fête à tous et merci. Merci pour les 100 ans du SIS et merci pour les années à venir. Lors d'une première manifestation du 100e à Alexandre, le Conseil d'État, en termes choisis, nous a dit « Vous avez 100 ans, vous n'aurez pas 100 ans ». Il nous connaît mal. Ce n'est pas le Conseil d'État qui, à 18 mois de la fin de sa législature, ne peut pas présenter une seule action réussie qui va détruire l'outil de sécurité indispensable que nous représentons. Et ceci afin de préserver deux services cantonaux moribonds qui, depuis plus de 30 ans, cherchent une raison d'exister. Alors, chaque année, nous nous réunissons tous, tout le personnel du SIS, début décembre, pour fêter la Sainte-Barbe, qui est la patronne des sapeurs-pompiers, des mineurs et des arquebusiers. Alors Sainte-Barbe nous vient de Barbara de Nicomédie, donc patronne des sapeurs-pompiers, des arquebusiers et des mineurs. Elle vécut au début de l'ère chrétienne et son père, Dioscore, roi païen, régnait en tyran sur Nicomédie, persécutant les disciples du Christ. Mais sa fille Barbe désirait se convertir au christianisme. Lorsqu'il en entendit parler, son père l'enferma dans les geôles du palais. Elle réussit néanmoins à faire intervenir un prêtre à la barbe de ses geôliers et reçut le sacrement du baptême. Son père, excédé lorsqu'il le sut, lui incita à abjurer sa foi, ce qu'elle refusa. Il lui infligea donc les pires souffrances et décida de la décapiter lui-même. À cet instant,
un éclair terrifiant vint s'abattre sur lui, c'était la vengeance du Dieu du ciel. Donc depuis cette époque, Sainte-Barbe est fêtée traditionnellement chaque année début décembre, et comme toute fête, c'est propice à la fantaisie, aussi avons-nous décidé cette année de changer de tête. Ce sera sur ta droite, dans la cuisine. Viens. Non, tout le monde est dehors, réponds. Ah, vas-y. Dans la haute, toi. Dans la haute. Ouvre au fond à la cuisine. Tu dois pouvoir. Là au fond, on a parlé sur les deux. C'est tout noir. Non, c'est bon, il y a des... C'est tout ouvert, là? C'est la personne que vous avez aidée, c'est la personne de l'appartement, répond. Négatif, elle habite en dessus, elle est incommodée par la fumée. Et la personne de l'appartement sinistré, vous avez pas vu? Négatif. Là, le gros à droite, celui-là? Ouais. Je descends? Ouais, c'est la cuisine. Et les deux autres aussi, hein, Ouais, comme ça, ça fait là. J'ai essayé de remonter le dessus du milieu, il a repété direct. C'est la cuisine. On se déroule, Michael, Ouais. Alors, inversion, on aurait besoin des SI électriques, répond. Nous avons remis le feu au capitaine de la commune, nous avons été maîtres et nous rentrons en caserne. Déjà compris, terminé. Alors tu peux signaler, hein, la numérotation et le numéro de la rue, il n'y a rien là. On va regarder avec GPS. C'est le numéro 4, et puis là c'est le numéro 33, alors il y a un bins quoi. On n'est pas au 4, on était au 2. Alors le service ici, qui s'appelle Réseau hydraulique et des plans, son but est d'établir des plans de l'ensemble du canton de Genève, communes ainsi que villes, rive gauche, rive droite. Ces plans sont utilisables dès le départ d'une intervention et vont permettre à l'équipe qui part de départ de pouvoir aller sur le lieu destiné à une intervention. Alors ici, sur ce petit plan, il y a l'ensemble des communes qui constituent le canton de Genève, ville comprise. Et au-delà, ici, sur cet autre plan, nous voyons ici la situation que je tiens au fur et à mesure des visites qui sont faites et qui permettent un repérage des modifications qui se font sur la commune, tant au point de vue hydraulique qu'au point de vue construction, d'habitation et autres. La constitution d'un nouveau plan de commune est élaborée selon les données qui nous sont données par le cadastre. Ces données sont des bases de départ, mais pour nous, nous avons encore besoin d'autres indications qui sont nécessaires au service. Et ces indications sont en général de faire ressortir des lieux précis, de faire ressortir non seulement des lieux, mais aussi les accès, ainsi que, je dirais, l'ensemble du réseau hydraulique qui permettra de trouver les bouches et prises d'eau, les hydrantes, qui serviront à une intervention dans cas de feu. D'autre part, ces plans sont constitués après un tirage hélio
qui va nécessiter la mise en couleur de ce plan. Et la mise en couleur de ce plan est nécessaire étant donné que les données que nous avons par les couleurs nous permettent un repérage complet de la situation. Nous avons tout d'abord la couleur rouge, qui correspond à toutes les zones de bâtiments publics, hôpital, école ainsi qu'église. De l'autre côté, nous avons des parties jaunes hachurées qui correspondent à des zones industrielles ou spéciales, telles que Firmenich ou ex-service industriel. Et ce que nous avons comme bordure, nous avons donc la frontière, et nous avons en bleu les points d'eau, c'est-à-dire le lac, le Rhône, avec ici l'Arve et la jonction de l'Arve et du Rhône. Nous avons aussi les terrains de sport qui sont indiqués en jaune. D'autre part, nous avons par exemple, vers certains bâtiments d'un type un peu spécial, difficiles souvent d'accès, nous y indiquons des cheminements, des passages qui nous permettent de venir et de pouvoir intervenir à l'arrière des bâtiments dans la plupart des cas, ce qui nous permet de faire un sauvetage le plus complet possible lors d'une intervention sinistre-feu, par exemple, lors d'un feu ou autre. Voilà, je pense que pour ce plan-là, on ne peut pas donner davantage de détails puisque les points d'eau sont représentés en noir, les hydrantes par un petit carré en petit V, ainsi que les hydrantes souterraines par un petit rond. Il y a encore ici, bien sûr, lors de ces visites qui se font sur place pour la mise à jour, il faut situer exactement où se trouvent les prises d'incendie, et d'autre part, il faut reprendre, en fonction des données du cadastre, les nouvelles constructions qui se font. Je donnerai comme exemple la commune de Collonges-Bellerive. Il y a à peu près 150 nouvelles constructions qu'il faut suivre pour mettre à jour la commune. C'est-à-dire qu'il faut passer régulièrement dans ces endroits-là parce qu'il va être posé bien sûr des prises d'incendie qui seront nécessaires à ces nouvelles constructions et d'autre part se donner une idée des accès de ces constructions. Ce qui fait que l'un dans l'autre, ça nécessite, durant l'année, environ, qu'est-ce qu'il faut vous dire, une visite de l'ensemble du territoire qui est nécessaire 4 à 5 fois par année, une visite totale du territoire pour la mise à jour, dans le meilleur des cas. César 15 de César. César 15. On depuis le village de Vernier. C'est juste après le canton, juste après le camping, c'est 50 mètres. César 15 complet terminé. 17,62. Boîte d'air. Ouais, Falcon c'est le premier. Celui-là, il y a... César 15, le carré du plan, c'est le carré 20, 60. C'est quel numéro il a dit? 60. Ouais, c'est bon. Ouais, on l'a trouvé. La 9 avril, c'est l'avant-dernière à gauche. Le carré 22, 60. Ouais, c'est bon. C'est bon là. César 15,
T'as compris, hein, Fabien? Ce que je vais faire, je redescends route du Mandement, puis je prends le cul derrière. Ouais, route du Mandement, tu montes le nom d'Avril, et c'est la deuxième en montant dans le nom d'Avril. Et le numéro, on sait pas. Qu'est-ce que t'as comme numéro sur le tata? 7 Prébouvier. Ouais. Ça sera sur ta gauche dans le Prébouvier. Donc tu tournes à droite hein, dans la route du nom d'Avril. La deuxième, tu tournes à droite et puis ça sera sur ta gauche dans le Bouvier. J'ai vite coré ça. Non, c'est sur sa droite. Ce que je vais faire, je vais prendre par là. César de César 15. César. Sur quels critères avez-vous reçu l'alarme? Sur le critère 7, il s'agit d'une détection. Une détection feu? Oui. Philippe de Berger? Ouais, Philippe. Alors ils ont reçu sur le critère 7, c'est une détection feu. Salut, bonne année. Bonne année. Alarme automatique, départ. Et puis, Mais on peut il faut prendre par le boulevard des deux ponts. C'est quel numéro? Seule la tonne se rend sur place. 8 rue des Plantes à Forêt, 5e étage. Pour un sapin cabru. C'est exactement au milieu. Prends le boulevard du Pont d'Arves. Prends la rue des deux ponts. Et puis tu reviendras dedans. Ça fait donc Puiserande. Hein, John? Puiserande, deux ponts. Et après Plantes à Forêt. Puiserande, c'est une qui part à droite là. Ouais, c'est celle qui part à droite pour rejoindre la rue des deux ponts. Là, faut que je regarde si je peux m'emboîter dedans. Ouais, c'est celle. Bah, Mais tu peux pas la prendre comme ça. c'est celle où il y a le feu, les Plantes à Forêt. Mais tu peux pas la prendre. Combien de 5. L'ascenseur. C'est effectivement tout. Ouf. Bonsoir. Bonsoir. Bon, et puis doucement. Tiens, le sapin qui a commencé à flamber. Là. C'est là. Parce que maintenant on va faire le tour de l'Europe. C'est là que c'est un. Avec. Ouais, j'avais un extincteur. J'ai retéléphoné pour dire. Non, mais de toute façon, on doit venir contrôler. Sur la tour Eiffel, 10 Il faut le km sortir. Vous avez un balcon. 20 000 flashs Enfin, dans le balcon fermé, mais. qui vont éclater en lumière. J'essaye de faire un courant ouvert là. Vous avez ouvert donc s'éblouir dans cette nuit du millénaire. Ouais, c'est de faire un courant.
copain. Vous pensez bah oui, il y a tout qui gars. Ouais, c'est... On va le mettre là-bas dehors. Le problème, c'est que... C'est fermé. Oui, bah. Ouais, bon, on peut ouvrir au max. Peut-être enlever le tapis. Chez nous, c'est gratuit. Les pompiers sont toujours là au bon moment. Voilà. Vous nous téléphonez, vous voulez une soupe, on vous amène. Quand vous avez froid, on vous réchauffe. Putain, mon collègue toi, ça fait 10 ans qu'on dort ensemble. Ça fait une année qu'on dort plus ensemble. Ça fait une année qu'on dort plus ensemble. Pour le caméraman, bonne année. La soupe à l'oignon pour chaque nouvelle année, on la confectionne ici, on l'offre à tous les gens qui passent. Une tradition des pompiers, encore une. C'est beau. C'est ici, c'est dans celle-là. Faut dégager, hein, ça crame. Faut équiper direct ou bien? On va voir ce que c'est. On a un peu. Ici, il commence à la brûler sur le toit. Elle fait là-dedans. C'est juste pour la télé. Ah, il y a le feu chez nous. C'est ce côté. Ça, c'est de passer là. Dans moins de minutes. Ça va.
Bonne année. Bonne année, monsieur le colonel. Pierrot, on passe pas toute la ville. Bonne année, bonne année. Mais le gars comme elle est bonne, elle fait des croutons à lui. Maintenant, je peux le dire, elle est encore meilleure, la soupe à l'oignon. Venez la déguster pour l'instant qu'il y en a encore. Vos pompiers de la ville vous offrent cette soupe à l'oignon. Avec cœur et bonté, venez déguster cette superbe soupe à l'oignon qui est une tradition actuellement. Voiturons un peu la place Neuve vers la place du Four. Ouais, César 14, Sergio Bernard. Ah, mais... César de César 13. Ah. C'est bien de la confirmation pour Henri Dunant. C'est pas l'information, c'était une personne qui habite en face qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y avait de la fumée ou du feu qui sortait d'un appartement tout en haut. César 13. Je peux même pas te confirmer le numéro 15, mais il m'a dit que c'était au-dessus de la banque UBS. On va voir, compte terminé. C'est où à peu près? Je sais pas où il a dit. Ah bah c'est là quoi. Ouais. On aurait bien le temps de faire le tour. Juste devant. Arrête devant. 13h14 sur place à Place Neuve, elle brûle, on fait avec elle. Déjà compris. César 13, César. César 13. Tu peux me répéter l'adresse? Onde, place du cirque, rue de l'Arquebuse. C'est bien compris. On n'a plus d'ambulance, nous. Hein. 144. Un instant, hein. Oui, pour une personne qui est tombée d'une estrade, angle Arquebuse, place du cirque. Nous, on n'a plus d'ambulance chez nous, là. Ouais, personne qui est... Alors là, après chaque intervention, ça donne lieu à un rapport consigné pour 1999. On en a fait 7100, année record, dû en grande partie à l'Otard, cette fameuse tempête de la fin de l'année, dû également à de nombreux orages d'été, mais ça c'est chaque année. Et puis nuit du 31 décembre qui était particulièrement animée puisqu'on a réalisé pas loin d'une quarantaine d'interventions pour la seule nuit, ce qui a un peu perturbé, mais ça c'était prévu, notre petite fête en caserne.